Qu'est-ce que c'est que la remise en cause des stéréotypes de genre? Qu'est-ce que c'est, à votre avis? Est-ce que c'est pas un discours dangereux qui mène à l'homophobie quand même? Bonjour. Mesdames et vous. Où est-ce que je peux me mettre? Là. Ici? Oui. Bon, donc, Bonjour. Madame Godin, j'ai déjà rencontré une fois pour l'affaire des mariages chinois. Oui. Donc c'est une journaliste de Libération. Voilà, je lui ai expliqué que, compte tenu du contexte de l'affaire, vous n'aviez pas du tout l'intention de vous dissimuler derrière un rideau, et que ce que vous souhaitiez, c'était que le papier. Vous êtes la première journaliste à être entendue par un Bellegoul. Depuis la JRE. Oui. Puisque pendant la JRE, je ne parlais pas aux journalistes officiels, on va dire. Que votre papier, mais je ne vous demande jamais ça, mais respecte, si vous voulez, le principe d'innocence et ne déforme pas, parce que l'on s'est aperçu que dans ce dossier, qui est effectivement fâcheux, pour lequel Mme Bellegoul a défendu des idées qui sont tout à fait honorables, on peut être contre, on peut être pour, qui sont tout à fait honorables, en tout cas dans l'intérêt des enfants. Je souhaite simplement que les choses puissent être. Donc vous avez toute liberté pour poser les questions que vous voulez, voilà. Mais voilà, on se connaît un petit peu, je vous demande simplement de jouer le jeu. Voilà, je ne vous demande pas de lui faire un article favorable, je vous demande simplement de jouer le jeu. Donc moi j'ai l'habitude toujours de filmer partout où je vais, de façon à garder trace de ce que j'ai dit, de telle manière qu'il ne puisse pas avoir de doute justement sur la parole que j'ai prononcée. D'accord. Mais alors c'est-à-dire, quand vous dites on, voilà, ces gens, c'est Voilà. l'association, c'est... Oui, ces gens font partie de l'association. De l'association des JRE? Les JRE n'a jamais été. D'accord. De l'association. De la FAPEC? De la FAPEC. De la FAPEC. Voilà. La JRE, oui, ça existe encore, c'est déclaré à la préfecture de police, c'est une structuration du mouvement de la JRE. La JRE, lui, la journée de retrait, c'était comment dirais-je, un mouvement tout à fait informel, dont j'étais la porte-parole effectivement. Et c'est ce mouvement qui s'est structuré en fin juin 2014, en fédération de parents d'élèves. Alors pourquoi? Bien parce qu'on s'était rendu compte, dans le cadre de la JRE, que les organisations représentatives des parents d'élèves n'agissaient pas conformément aux intérêts des familles. Et il nous avait été demandé sur le terrain à plusieurs reprises de créer une association qui soit plus, disons, combative sur ces questions, qui effrayait beaucoup les associations traditionnelles, habituelles. Voilà. Pour commencer, j'aimerais que vous me disiez ce qui s'est passé, parce que ça fait quasiment 2 ans jour pour jour, je pense savoir, cette histoire avec l'entreprise de jouer les tours. Comment vous avez entendu parler de ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Quelles ont été les personnes impliquées dans cette histoire-là? Comment vous avez su, vous avez eu connaissance de ce qui semble être une rumeur? Non, alors sur le mot rumeur, Ouais. on va tout de suite faire le point, Ouais. parce qu'il est tout à fait dommageable d'employer comment dirais-je, du vocabulaire péjoratif ou discréditant la parole de l'interlocuteur, vous comprenez? Une rumeur, c'est un mot qui vient tout de suite prendre parti. Voilà. Prendre parti dans le sens où la personne viendrait raconter à peu près n'importe quoi, ce qui n'est pas le cas. Tant par rapport à l'enseignement de la théorie du genre qui s'est fait dans le dos des parents, sans consultation, on l'a dit, on l'a répété, hein. Il n'y aurait pas eu de problème avec un quelconque programme de l'éducation nationale si ce programme, à partir du moment où il était épineux, avait été l'objet d'une concertation avec les parents. Ça n'avait jamais été le cas. Non mais je vous le dis pourquoi. Je ne vous dis pas pour nous éloigner de notre affaire. C'est que concernant cette affaire aussi, les mêmes procédés ont été employés. C'est qu'il n'a pas été possible d'entrer dans la concertation. Lorsque, par exemple, Mme Dalila Hassan se rend avec la mère et d'autres personnes pour interpeller
et poser des questions à la directrice de l'école en question, eh bien, nous avons affaire à une directrice qui décide d'adopter le comportement habituel qu'on propose à l'éducation nationale, c'est le rejet de la concertation, c'est le rejet des questions qu'on peut poser à l'institution, c'est le refus de dialoguer. Et d'ailleurs, il a été tout à fait remarquable que très vite, après que la maman tchétchène s'exprime sur le témoignage de son enfant, que la directrice explique qu'il n'était pas question que la maîtresse s'explique sur le sujet. Donc, on est d'emblée mis dans une situation où nous sommes coupables de parler. Vous comprenez? Être coupable de dire quelque chose. Sachant, que je comprends très bien. Par contre, ce qui est certain, c'est qu'il n'y a pas d'imputabilité à cette madame que vous ne connaissez pas. Ah non, non. Il n'y a pas de rumeur parce qu'on sait que ça peut exister, mais par contre, sur l'imputabilité directe à madame non, on ne connaît pas cette femme. On ne connaît pas cette femme. Mais on ne connaît même pas son nom. Moi, je ne connais pas son nom. Oui, mais nous non plus, figurez-vous. C'est-à-dire que jusqu'à très tardivement, j'ai appris le nom de cette dame parce qu'il y a eu la plainte de la dame en question. Mais dans toute l'affaire qui m'a fait venir ici à jouer les tours, à la demande des mamans de jouer les tours, on ne connaissait pas son nom. En tout cas, moi, je ne le connaissais pas. Voilà. Mais alors, au mot rumeur, comment là, pour penser écoutez, qu'est-ce que vous préférez qu'on emploie pour parler de cette situation? Vous êtes journaliste, vous maîtrisez donc très bien la langue française. Moi, je suis professeur de lettres, donc je pense que nous pourrons nous entendre sur un vocabulaire qui correspond aux faits. C'est-à-dire que nous étions dans une situation, j'étais dans une situation où j'étais à Paris, dans le local de la JRE, n'est-ce pas, où j'étais effectivement très occupée, donc j'étais quand même à 300 km de jouer les tours. Et on m'interpelle depuis jouer les tours pour m'expliquer l'existence de cette situation qui était considérée comme très grave, évidemment. Et la ville était d'ores et déjà, lorsqu'on m'a contacté, en ébullition. Voilà. D'ores et déjà, la ville était sans dessus-dessous. Il y avait eu, je crois même enfin je crois pas, je sais, il y a eu même des interventions de M. Augis sur ces questions de l'enseignement de la théorie du genre dans les écoles jocondiennes, et en particulier aussi à l'école de la Blotterie. Donc, lorsque moi je suis interpellée en tant que porte-parole de la JRE, l'affaire est déjà publique. L'affaire est déjà publique, et ô combien publique. À jouer les tours, il s'est passé dans l'école en question des événements très graves qui mettent en scène deux petits-enfants en classe, devant d'autres élèves, où il aurait été question qu'effectivement ils aient été déshabillés, ou plutôt on leur aurait baissé le pantalon, parce que déshabillés, ils n'ont pas été intégralement. On leur aurait baissé le pantalon, un petit garçon et une petite fille, on les aurait conduits à se toucher les parties génitales, à se faire des bisous, ceci en présence d'un autre adulte, devant les enfants en classe, et on aurait demandé au petit garçon, c'est celui-là qui l'a répercuté auprès de sa mère, de ne pas le dire à la maman. Voilà les éléments qui m'ont été apportés. Alors pourquoi suis-je venue à jouer les tours ? Quand on est dans la situation d'être un porte-parole, on peut se défiler. On peut. Ça se fait tout le temps. Moi, je l'ai toujours vu. J'ai une grande expérience des mouvements sociaux et culturels. Et régulièrement, tous les responsables dans les situations épineuses, eh bien, ils sont absents ou ils ont une occupation qui les retient ailleurs. Ça n'a pas été du tout mon comportement. Et face à la gravité de ce qui semblait être la situation de jouer les tours, il m'a semblé important d'aller voir en effet ce qu'il en était. Et donc on vous a dit les détails de cette affaire, qu'une fois vous étiez à jouer les tours, si vous disiez. Et donc comment on vous a présenté la situation quand vous étiez à Paris? On vous a dit il se passe quelque chose à jouer les tours, il faut venir? Oui, on m'a dit il y a quelque chose de très très grave qui s'est passé dans une école, donc ça m'a interpellé, le mot école, les enfants sont petits, et il faudrait que, en tant que porte-parole de la GRE, vous soyez présente pour voir par vous-même ce qui s'est passé concernant cet événement de jouer les tours. Donc vous êtes venu? J'ai eu confiance parce que je connaissais le comité GRE. Déjà Leïla Hassan Je ne la connaissais pas personnellement, mais disons que je l'avais eu au téléphone à l'une ou deux reprises. Elle avait fait un excellent travail de l'information sur la ville. Et donc, il n'y avait pas de raison que je refuse à l'une des correspondantes de la JRE sur le plan local ma visite. D'autant qu'elle insistait sur le fait que les parents, les mamans de l'école de la Blotterie souhaitaient absolument me voir. D'accord. Et que vous ont dit les mamans quand vous les avez rencontrées?
Ah ben moi j'ai d'abord... expliqué cette situation-là. Pardon? Elles vous ont expliqué que voilà, on avait fait se déshabiller les petits-enfants. Non, alors attendez, elle au pluriel non. Ce qui s'est passé, c'est que je suis arrivée après la réunion qui s'est tenue entre Madame la maman tchétchène, la directrice, en présence de Dalia Hassan, de sa traductrice, de la traductrice de Madame et d'une ou deux personnes que je ne connais pas, mais j'ai su qu'elles étaient au moins 4 dans le bureau de la directrice, Madame comprise. Donc, Madame et sa traductrice exposent à la directrice la situation qu'on connaît. Là, le comportement de la directrice, d'après Madame Hassan et les personnes présentes, avait été particulièrement choquant, dans la mesure où la directrice a immédiatement adopté une attitude de refus de discuter, de refus d'entendre la version de la mère et de la croire. Voilà. Donc moi, je suis arrivée lorsque cet entretien avait eu lieu. Et lorsque je suis arrivée sur le parvis devant l'école, il était déjà la nuit tombée. Il y avait probablement une centaine de personnes, beaucoup de mamans du quartier. Et la première personne qu'on m'a présentée, c'est Madame en question, avec sa traductrice à l'époque. Et donc, on m'a expliqué quelle était la version donnée par la maman à ce moment-là. Et c'est donc la maman que j'ai entendue la première. Puis j'ai eu soin d'écouter d'autres femmes qui étaient dans l'environnement de Madame, auxquelles Madame racontait cette histoire déjà depuis plusieurs jours. Et j'ai aussi, très rapidement, mais je l'ai fait un peu plus tard, plus soigneusement, parler aux enfants. En particulier à la sœur aînée du petit. Parce que je voulais, elle était grande, elle avait 12 ans, donc je lui ai dit, est-ce que tu sais ce qui s'est passé pour ton petit frère? Est-ce que ça s'est vraiment passé? Que s'est-il passé? Et la petite fille, elle n'était pas là dans la classe. elle était dans la maison. Oui, donc, mais la grande sœur, si la grande en classe. Oui, mais personne n'était en classe. Bah oui, non plus. Donc on peut pas faire autrement que de demander. Oui, c'est ça. Ah oui. Facilement. Oui, bien sûr. Voilà. De la même façon que les mamans autour de ma vous racontaient la même version alors qu'elles n'étaient pas dans la classe. Donc la grande sœur vous a dit oui. Ben oui, a priori, la grande sœur m'a dit voilà, oui c'est vrai, le petit m'a raconté ça, etc. Bon, moi j'ai pas parlé longtemps avec cet enfant parce que justement c'était une préadolescente. Ouais. Je me suis retrouvée de nouveau avec la maman, avec les voisines autour de la maman qui toutes m'ont confirmé que depuis plusieurs jours il était question de cette histoire et qu'elle recevait une fin de non-recevoir à l'école où il n'était pas possible de soumettre ce problème et d'essayer de le régler en interne. C'est souvent le cas à l'éducation nationale. On n'arrive pas à régler les choses en interne. À l'éducation nationale, très souvent, on étouffe les choses à l'interne. Je suis une enseignante depuis environ une trentaine d'années ou 25 ans. Je suis entrée à l'éducation nationale en 1993. Des affaires, à mon niveau, j'en ai connu, comme tout enseignant peut connaître des affaires dans l'exercice de sa profession. Et systématiquement, l'attitude adoptée par l'institution, c'est l'étouffoir. Vous avez douté de la version de la maman, de la famille, des voisines Mais écoutez... Pourquoi vous vous êtes dit... Parce que clairement, il y a deux possibilités, soit c'était vrai, soit c'était faux, et est-ce qu'à un moment vous vous êtes dit je suis pas sûre que ce soit vrai? J'ai demandé des choses d'abord. J'ai demandé est-ce que le petit avait vu un médecin, donc a été oui. Il avait donc vu un médecin. Qui avait dit quoi le médecin? Le médecin, on a le certificat médical. Il dit quoi? D'accord. Très bien. Et il y avait donc un certificat médical. Il y avait aussi toute une atmosphère complètement prise en charge par Frédéric Ogis sur le quartier dans le cadre de sa campagne. C'était très très clair. Le futur maire, puisqu'il a été élu sur cette base d'ailleurs de lutte contre la théorie du genre notamment. Le 132 voix. Pardon? Le 132 voix d'écart. Voilà, c'est parce qu'il a promis aux parents, notamment de la Rabière, mais pas seulement, c'est parce qu'il a promis aux parents de lutter contre la théorie du genre dans les écoles jocondiennes, dont il disait que effectivement cet enseignement avait lieu, qu'il a été élu. Et à ce moment-là, je ne suis pas sur les lieux, moi. Vous comprenez? D'autre part, la maman était une Tchétchène en situation plus ou moins précaire du point de vue administratif. Donc, qu'elle puisse raconter une histoire qui puisse supporter autant de préjudice n'était pas crédible non plus. Moi, je me suis sentie dans l'obligation de faire ce que j'ai toujours fait, c'est-à-dire de porter secours
à quelqu'un qui est une mère de famille démunie face aux institutions. Et notre première, et je finirai là-dessus pour attendre ensuite votre prochaine question, notre première attitude a été de nous rendre auprès des services de police pour porter plainte. C'est ce que nous avons voulu faire. Et c'était une plainte pourquoi les termes de cette plainte, c'était attouchement, enfin c'était... Oui, c'est ça. Attouchement, je ne sais pas si on aurait pu dire attouchement, mais en tout cas, nous nous sommes présentés au commissariat. Agression sexuelle, exhibition, Et vous avez parlé à la maman de la petite fille? Ah, c'est une question très intéressante. Parce que bien évidemment, j'ai demandé à la voir aussi. À partir du moment où les enfants étaient ensemble, il fallait bien qu'on me présente aussi l'autre mère. Et là, on m'a dit, et plusieurs mamans me l'ont certifié, que celle-ci ne pouvait pas me rencontrer parce que c'était une Tunisienne sans papier qui ne voulait pas se faire connaître. Et vous avez parlé à des parents d'autres élèves de cette classe? Parce qu'il y avait forcément des témoins dans cette salle. Écoutez, toutes les mamans qui étaient là ce jour-là, il y en avait peut-être, moi je ne peux pas vous dire un chiffre exact, elles étaient entre 60 et 80, à l'unisson racontaient la même chose. Alors est-ce qu'elles étaient de la classe, est-ce qu'elles ne l'étaient pas? Mais en tout cas, elles étaient toutes là. À mon avis, il y avait de nombreuses mamans qui étaient des mamans de la même classe, puisqu'elles attendaient le résultat de la réunion avec la directrice de l'école. Voilà. Ça veut dire que au jour d'aujourd'hui, vous pensez que ça s'est vraiment passé? Cet échange, cette éducation sexuelle avec attouchement entre ces deux enfants? À l'instant T, sûrement. C'est-à-dire à l'instant T, au moment. Oui, il y a 2 ans, ça voilà. J'ai bien compris, mais aujourd'hui, est-ce que vous avez un doute? Est-ce que vous pensez qu'il y a eu un malentendu quelque part? Alors je vais vous répondre très clairement. Moi, je m'en suis remise à la justice. La première chose que j'ai faite, c'est effectivement d'accompagner cette maman et je lui ai dit qu'il fallait le faire comme cela, qu'il fallait se rendre à la police pour effectivement porter plainte et qu'une enquête soit faite. Donc, le doute subsiste pour vous, c'est-à-dire que, alors que cette institutrice exerce toujours, que voilà, le temps a passé, etc., je vous répète, je m'en suis remise. Non, je tiens vraiment à ce que les choses soient bien claires. Je suis venue dans une démarche parfaitement légale. D'ailleurs, on a menti lorsqu'on a dit que j'avais fixé la date de la JRE en fonction de cet événement. C'est faux. La date du 31 de l'époque, c'était avril, c'est ça, mars. Du 31 mars de l'époque était fixée bien avant que j'ai été interpellée par les familles. Donc à aucun moment il a été question pour moi de faire une JRE en m'appuyant sur cet événement. Hein, parce que s'il avait... Bon, bref. Donc ça c'est une chose qui est claire. Maintenant je vous répète une chose. Moi je suis venue en tant que porte-parole d'un mouvement qui était national, d'un mouvement qui rassemblait des milliers de familles. Des milliers de familles. Donc soit nous sommes un rassemblement de fous furieux, c'est-à-dire que moi, je suis une porte-parole qui est complètement dépossédée de sa propre raison et qui a réussi en même temps à être suivie par des milliers de parents, eux-mêmes complètement hors cadre, n'est-ce pas? Ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Moi, je vois une chose. Je vois que lorsque je me suis présentée la première fois avec Madame et nous étions nombreux, enfin quand je dis nombreux, on était une dizaine. Je veux dire, je n'étais pas seul. Je n'étais pas seul à dire qu'il fallait effectivement se rendre à la police pour pouvoir en parler. Bien, là aussi nous avons été mal reçus. Et d'ailleurs, il est connu que le commissariat de Tours, la Nouvelle République, a fait, je ne sais quand je peux retrouver la date, un article qui montre que très souvent au commissariat de Tours, on ne reçoit pas les plaintes. La première fois où je me suis présentée avec Madame et les voisines, ainsi que des membres de la JRE locale, eh bien, nous n'avons pas pu obtenir de plainte, sous prétexte que le service était fermé. Pour une histoire assez grave comme ça nous avait surpris, mais on n'est pas au courant de tous les tenants et les aboutissements du fonctionnement de la police, admettons. Il a fallu tout de même que je me batte personnellement, la maman n'étant pas francophone, pour obtenir le formulaire de passage qui signifiait que nous étions passés pour porter plainte, et c'est un document que j'ai demandé moi-même parce qu'on nous refusait ce document. J'ai fini par obtenir la rédaction d'une main courante. Le papier de la main courante aussi a été l'objet d'une négociation très serrée, et je me suis, quelques jours après, rendue de nouveau avec la maman à ce même commissariat pour qu'elle soit entendue, puisqu'elle ne l'avait pas été. On nous a dit qu'il nous fallait là encore un traducteur.
puisqu'il n'y avait pas de traducteur, alors qu'on avait déjà pourtant fait les signalements nécessaires afin qu'effectivement il y ait la possibilité qu'elle soit entendue. Là encore, ça n'a pas été possible, donc je me suis renseignée auprès d'un avocat, donc je ne sais pas du tout, il était donné des interviews à droite et à gauche, ce que j'aurais pu faire, puisque toute la presse me courait derrière à ce moment-là. Je me suis rendue auprès d'un avocat pour lui demander ce qu'il fallait faire face aux réticences du commissariat à entendre à ce moment-là la dame. Eh bien, cet avocat nous a conseillé de faire un courrier, une plainte directe au procureur de la République. Et cette plainte... L'avocat, c'était pas moi. L'avocat, c'est pas moi. Et cette plainte a en effet été rédigée en russe par madame. Donc elle a écrit de sa propre main, dont j'ai copie. J'ai la copie de cette plainte. Madame Belboul, on va pas faire toute l'audience. Je suis. Est-ce que vous avez encore une de questions? Oui. Voilà, j'ai ressorti forcément des coupures de presse sur voilà, le GRE, tout ce qui s'était passé il y a 2 ans. Ce que vous défendiez avec ce mouvement, c'était l'enseignement de toutes sortes de choses, l'éducation sexuelle, l'éventuel enseignement de l'homosexualité ou de la bisexualité dans les écoles, etc. Avec je sais pas, l'obligation de porter des robes pour des petits garçons ou des peluches en forme de vagin et de pénis. Est-ce que vous confirmez tout ça? Parce que c'est des éléments que j'ai récupérés. Oui, alors c'est des petits éléments épars que vous récupérez. Voilà. Il aurait fallu faire un travail plus fourni. Je vais vous expliquer très vite. Comme ça, vous ne serez pas venus pour rien. Je vais vous expliquer ce qui se passe. Je suis enseignante depuis très longtemps. Je suis militante depuis très longtemps. Et depuis très longtemps, je constate qu'on est en train, dans les institutions et en particulier à l'école, de dégrader la jeunesse. Ça, je le dis et je le maintiens. On dégrade la jeunesse comment? Eh bien, dans un premier temps, par le constructivisme intellectuel. C'est-à-dire que pendant des années, on a empêché des enfants d'apprendre correctement à lire et à écrire. Mais sur la non, vous allez voir pourquoi j'en parle. Parce que c'est lié. Vous allez comprendre pourquoi j'en parle. Il ne s'agit pas de faire du zapping. C'est-à-dire que moi, j'ai un long trajet. Vous comprenez? Ce trajet qui m'amène aujourd'hui devant vous, il est fourni de nombreux événements et d'une analyse qui va avec ces événements. Ce constructivisme intellectuel propose aux enfants de construire eux-mêmes leur propre savoir. C'est-à-dire que c'est la méthode globale en CP, et c'est ensuite des méthodes constructivistes que les pédagogistes nous ont imposées, où les enfants sont censés, les adolescents, se débrouiller tout seuls pour apprendre, pour savoir eux-mêmes. Bien. Ça a posé des tas de problèmes aux générations qui sont passées par là. Ce constructivisme intellectuel, aujourd'hui, se retrouve prolongé par un constructivisme sexuel. Voilà exactement ce dont je parle. Ce constructivisme sexuel, on peut l'appeler la théorie du genre. On peut l'appeler aussi la sexualisation précoce, qui fait partie, effectivement, de ces programmes de manière implicite. Et tout le problème est là. Oui, parce que j'allais vous dire, c'est quand même pas compliqué de prendre des programmes et de regarder à un moment si ça se fait. Parce que ça pose quand même tout ça, la question de comment ça se fait qu'on n'ait pas pu prouver, ni dans un sens ni dans l'autre, que cette théorie du genre était enseignée. Qui n'a pas pu le prouver? Tout le monde l'a prouvé, en dehors des médias français. Alors voilà, je suis désolée, tout le monde a prouvé que la... Apportez-moi écoutez, on a retrouvé ces peluches, on a retrouvé ces peluches, on a retrouvé ces peluches. On a tout retrouvé, les livres, les propos, les mises en scène, on a tout, absolument tout. Moi j'ai un énorme travail, les ouvrages destinés aujourd'hui à la jeunesse sont tous ou peu ou dont Monsieur Copé, tout ça. Non, je ne parle pas de celui-là. Je ne parle pas de celui-là. Je parle de la petite fille qui avait une ombre de garçon. Je parle de l'histoire d'une petite fille qui était un petit garçon. Je parle de la petite fille qui a un zizi. Je parle du petit garçon qui veut se porter, de Papa porte une robe. J'ai moi-même été l'auteur d'un livre pour répondre à Papa porte une robe. Dans les écoles et dans l'école de la loterie. Oui. Dans l'école de la loterie, c'est sans doute la raison pour laquelle M. Augis est intervenu pour dire qu'il s'engageait à ce que la théorie du genre ne soit plus enseignée. Au moment où je suis arrivée, il y avait non seulement l'affaire du petit garçon, mais les mamans, les autres m'ont montré des documents, d'ailleurs qui doivent être quelque part, peut-être pas dans le dossier, mais dans les archives personnelles, où on voit comment, à l'école, on pousse les enfants à aimer des petits garçons quand ils sont des garçons. Par exemple, on leur fait écrire, je vais vous le dire, c'est-à-dire qu'on fait écrire à un garçon, on propose une consigne à un petit garçon, fais une phrase dans laquelle tu dis qui tu aimes. Qui est-ce que tu aimes?
Le petit Mohamed, celui qui était effectivement interpellé, dont j'ai vu le cahier, le petit Mohamed dit qu'il aime Lila. D'accord? Ou je ne sais plus quelle petite fille. Et la maîtresse vient derrière pour dire tu peux aimer une personne qui est du même sexe que toi. Ce qui a conduit quoi à faire? Eh bien, le petit garçon, il a construit une phrase à partir de là qui était Mohamed aime Jamel. Alors si ça c'est pas poussé, c'est quoi? Ça c'est l'école de c'est un exemple. C'est un exemple qui m'a été donné le jour où je suis arrivée à jouer les tours. Et vous savez, on peut m'imputer des tas de choses, n'est-ce pas? Parce qu'on ne veut pas sortir du déni. Parce que c'est douloureux ce que je dis. Mais pourquoi ce serait douloureux? Parce que c'est pas assumé par les médias, par exemple. Il est tout à fait pertinent. C'est pas les médias qui ont fait les programmes, mais ce sont bien les médias qui ont dit qu'il s'agissait d'une rumeur, qui ont répercuté le propos de l'institution. Les médias, à aucun moment, n'ont dit qu'effectivement, il y avait un problème dont on pourrait discuter avec les élèves et avec les parents. L'éducation sexuelle, qui est de plus en plus enseignée auprès des enfants les plus jeunes, est-ce que c'est en effet un programme que les parents souhaitent voir appliqué à l'école ou pas? Pourquoi les parents, sur ces questions de l'intime, ne sont pas consultés? Tout le problème vient de là. C'est qu'il n'y a pas, avec l'institution, il n'y a pas ni consultation, ni concertation, ni respect des familles. C'est ça le fond du problème. Pour moi, c'est le fond du problème. Est-ce que vous continuez à demander? Bien sûr. On parle. Bien sûr. Les ABCD de l'égalité avaient été retirés. Les ABCD de l'égalité ont été retirés parce que, bien évidemment, la JRE a fait une mobilisation telle qu'on ne pouvait pas faire autrement que de les retirer. Mais une fois retirés, les mêmes pratiques ont continué. Puisque vous savez comment ça se passe, hein, ce qu'on a foutu en l'air par la porte revient par la fenêtre. Donc, les campagnes contre moi qui ont été menées notamment par tous les médias mainstream n'ont finalement servi qu'à permettre que cet enseignement perdure, et nous allons nous retrouver de toute façon régulièrement avec des parents qui s'élèveront contre cette mainmise de l'éducation nationale sur l'éducation de leurs enfants dans le domaine de l'intime, car nous n'envoyons pas nos enfants à l'école pour qu'on leur parle de leur sexe. Mais alors pourquoi les JRE se sont arrêtés si d'après vous le problème subsiste et va réapparaître ou a déjà réapparu sous une autre forme? C'est très intéressant. D'abord, il n'a pas été question de faire une JRE ad vitam aeternam. Lorsque j'ai lancé la JRE en janvier, j'ai tout de suite annoncé que ce serait une opération qui durerait 6 mois. Elle a duré 6 mois. Bon, comme la BCD de l'égalité a été retirée, on a fait donc acte. Puis il nous a paru important de structurer le mouvement, et la JRE ne pouvait pas continuer aussi en vertu du fait que, et là c'est très intéressant à noter, c'est que face à l'inquiétude des parents, à une inquiétude où on voyait des mamans pleurer. Vous comprenez cela? C'est que dans toute la France, on a eu des parents qui pleuraient, qui étaient démunis face à cette question. Et pourquoi ils pleuraient? Parce que l'institution, la seule réponse qui a été la leur, et en particulier aux parents des quartiers populaires, parce que socialement plus faibles, la seule réponse de l'institution, ça a été 1, de leur envoyer la police, 2, de faire des pressions sur leurs enfants dans les notations par exemple, 3, de prétendre en effet que c'était des menteurs et des manipulateurs, et toute une série d'opérations où il n'a pas été encore question de dialogue, où il n'a pas encore été question de s'expliquer loyalement. Les parents ont le droit de poser des questions à l'école. Et en fait, on est systématiquement toujours dans la même mise en scène, c'est-à-dire que nous venons comme livrer nos enfants à des gens dont nous devrions, là vous notez le mot livrer évidemment, hein, livrer, je répète livrer, on nous demande simplement, non pas de confier de manière concertée nos enfants dans une école dont ils ressortiraient lettrés. On nous demande de livrer nos enfants pour que cette institution fasse d'eux à peu près ce qu'elle entend. Alors, lorsque la mode est à ceci, eh bien les enfants le subiront. Lorsque la mode est à cela, les enfants le subiront aussi. Sauf que sur cette question de la théorie du gender, qui est bel et bien une idéologie mise en œuvre à l'école en France et dans toute l'Europe, et qui va aussi s'étendre dans le monde entier, eh bien évidemment les parents ne sont pas d'accord. Et je représente ces parents qui disent « Je ne peux pas envoyer mes enfants dans une école tandis que je bosse pour payer mes impôts.
En me comportant en honnête citoyen par ailleurs, je ne peux pas envoyer mes enfants dans une école où il va être question de sexualité et pire encore, de la possibilité éventuelle de changer de sexe. Comme si ceci était possible. Alors moi je crois que l'école doit respecter tout de même les familles qui confient leurs enfants et qu'elle doit revenir à sa mission première qui est celle de l'instruction. Oui. Mais je veux dire, à l'école, quand bien même il y a en effet de l'éducation sexuelle, mais il n'y a pas que ça. Vous n'avez pas l'impression de réduire un peu l'éducation nationale à cette question et de créer une espèce de paranoïa ou de chaos autour de la question de l'éducation, alors que franchement, je suis fille institutrice aussi, si vous voulez, donc je sais bien qu'on apprend plein de choses à l'école. Alors vous n'avez pas donc suivi tout mon parcours, parce que je n'ai pas parlé de la théorie du genre. J'ai 58 ans, et la théorie du genre, ça fait 2 ans que j'en parle. En 2008, j'ai créé une association qui s'appelle RED, Remédiation éducative individualisée à domicile, pour faire que des adolescents dont le système scolaire s'est débarrassé à 16 ans, puissent être repris en charge par moi pour leur permettre d'acquérir les fondamentaux et ensuite les insérer. Non. À l'époque, en 2008, le chiffre officiel que j'annonçais, et je ne suis pas allée dans des annonces spectaculaires, le chiffre officiel était de 150 000 adolescents jetés à la rue, par an, sans savoir ni lire écrire. Donc je n'ai pas toujours parlé de cette théorie du genre, loin s'en faut. Vous enseignez aujourd'hui, vous êtes Je suis en disponibilité. Vous avez repris à la rentrée 2014 dans un collège ou un Oui. Et ensuite ça s'est terminé. J'ai repris et ça s'est terminé. Quel établissement? Un collège-lycée? C'était un lycée professionnel. D'accord, public. Public. Mais il n'y a pas une contradiction de travailler dans cette institution et tout le monde, madame, travaille dans des endroits qui ne conviennent pas forcément à sa philosophie. Voilà. On est loin, les uns et les autres, de pouvoir gagner notre vie dans des endroits où on s'identifie totalement. Ouais. Et vous... Comment vous gagnez votre vie, si je peux vraiment Et vous? Bah, voilà. Vous êtes payé pour faire le travail que vous faites. Oui. Voilà, ben moi j'étais payée comme enseignante. Mais c'est au passé? Oui, j'étais au passé. Et donc aujourd'hui? Et aujourd'hui, j'ai une maman et j'ai une famille qui suit bien mes besoins. Et puisque, voilà, pour revenir à la situation d'éducation nationale, etc., vous pensez à d'autres leviers, d'autres moyens d'action Oui. Oui, je pense sérieusement à d'autres moyens d'action, oui. Je pense que nous ne pouvons plus faire de JRE dans l'immédiat, car l'institution a redoublé de férocité à l'égard des familles. Pourtant, ça avait très bien fonctionné. Je dis que l'institution, l'éducation nationale, je l'assume entièrement, a redoublé de férocité à l'égard des familles, en particulier des quartiers populaires. Donc, mon objectif, contrairement à ce qui a été dit, n'est pas de faire de la politique. Ça fait 30 ans que je ne fais pas de politique. J'ai 58 ans. Je n'ai jamais été membre, après l'âge de 20 ans, à une organisation politique. On a voulu me rattacher à l'extrême gauche, puis maintenant à l'extrême droite. La presse raconte ce qui lui permet. Enfin, est-ce que, vu mes origines... Non mais sérieusement, sérieusement, oui, sérieusement, vu mes origines, je suis là... Sur une plateforme... Bah écoutez, j'ai aussi été diffusée par Libération en 2008. Et on ne m'a pas dit à ce moment-là que j'étais une pédophile. Parce que figurez-vous que le journal Libération, par exemple, il a la réputation de défendre les pédophiles. Je sais bien. D'accord? Donc, si je suis considérée comme pédophile parce que je parle à Libération, alors je peux être considérée comme extrême droite lorsque je parle d'un journal d'extrême droite, comme gauchiste lorsque je m'adresse à un journal d'extrême gauche. Enfin, tout ça est parfaitement ridicule. Je trouve, excusez-moi l'expression, qu'il y a un traitement hystérique de l'information. Je suis la fille d'un Algérien nationaliste qui était pour l'indépendance de son pays. Je ne sais pas ce que je ne sais pas si vous savez ce que cela veut dire. Cela veut dire 1,5 million de morts pendant 7 années de guerre, durant laquelle je suis né, moi. Je ne vois pas comment, par quelle opération du Saint-Esprit, je pourrais me retrouver, alors que je vénère mon père et l'histoire de mes parents, à l'extrême droite, telle que vous me le dites aujourd'hui. Je suis porteuse. Non mais ça se dit tous les jours. C'est-à-dire que, après vous vous étonnez du développement de l'Internet, évidemment, avec des traitements aussi hystériques, l'Internet ne peut que se développer. En tout cas,
je suis porteuse, j'ai été porteuse, je ne suis pas la seule, d'un certain nombre d'histoires dont il fallait parler. Alors, puisque vous me parlez de cette plateforme où j'ai pris en effet la parole, j'ai pris la parole sur la question de l'antiracisme et des SOS racisme, la première fois. D'accord ? Au bout de 29 ans. 29 ans durant laquelle votre journal Libération ne m'a pas donné la parole pour expliquer ce qui s'était passé avec SOS Racisme, alors que Libération était parfaitement au courant, notamment au travers du travail de Éric Favreau, qui est aujourd'hui rédacteur en chef, chez vous, ou qu'il ne l'est plus, je ne sais pas. Il est chargé de la santé. Bon, il est chargé de la santé, il est retourné à la santé. Et Éric Favreau, à l'époque, m'avait parfaitement suivi sur les routes de France. Il a parfaitement vu l'opération de manipulation de l'Union de SOS Racisme. Et il n'a jamais pu lui-même en parler. Et il n'a jamais pu, en 29 ans, me donner la parole. Je le dis pour Libération, je le dis pour tous les autres médias. Mais puisque vous êtes de Libération, je vous dis, votre journal, pendant 29 ans, ne m'a pas permis de donner ma version de l'histoire des années 80, qui sont lourdes de conséquences. Ça veut dire que, donc, avec cette plateforme, c'était... Donc, vous êtes marrant. À un moment donné, au bout de 29 ans... de s'exprimer, c'est ça ? À un moment... Non, c'est pas seulement de s'exprimer, c'est je laisse un héritage. Vous comprenez ? Moi, j'ai déjà un pied dans la tombe compte tenu de mon âge. Donc, voilà, il n'est pas question... Oui, il n'est pas question que je parte sans laisser ce témoignage aux générations qui viennent. Donc, dès lors que l'opportunité s'est présentée là, je l'ai saisie. Comme je l'aurais saisie, entendez-le bien, mademoiselle, par quiconque m'aurait tendu le micro. Donc, dès lors, j'ai été assimilée à l'extrême droite, ce qui, je le répète, est tout à fait, je dirais, antinomique avec mon identité profonde. Et là, ça montre bien encore que la presse, comme l'Éducation nationale, ne veut pas de dialogue. Hein ? On fait des procès de Moscou, aujourd'hui, en France. On fait des procès de Moscou. C'est-à-dire qu'on intente des procès à des gens sans jamais leur donner la possibilité de s'expliquer, d'être confrontés et d'apporter leurs preuves. Pendant 29 ans, la presse dans laquelle vous travaillez m'a empêché de parler. Il s'est avéré que ce site m'a donné la parole à un moment donné. Il était normal que je saisisse cette opportunité et je ne vois pas pourquoi on me le reprocherait, bien au contraire. D'accord. Mais vous comprenez quand les médias s'étonnent de vos alliés, entre guillemets, je pense à Christine Boutin, je pense à Madame Bourges, je pense pas forcément aussi à Dieudonné. Pourquoi ce sont des sorcières ? Non, mais... Ce sont des sorcières, Madame Bourges, Madame Boutin, Dieudonné. Mais c'est... Est-ce que c'est pire que Serge Julie ? Moi, de mon point de vue, écoutez, je ne sais pas, vous me dites, est-ce que vous ne vous étonnez pas de vos alliés ? Alors, je vais vous expliquer quelque chose. Moi, je n'agis pas selon des critères de personne. C'est extrêmement important. L'émir Abdelkader, dans sa lettre aux Français, disait « Considère la parole prononcée et non celui qui l'a dite. » C'est la première phrase de son livre. Parce qu'il devait considérer que les Français étaient un peu idiots à l'époque. Il faut croire qu'ils le sont encore. C'est-à-dire qu'il y a une capacité en France à personnaliser les débats, qu'ils soient sociétaux ou politiques. La question qui s'est posée pour moi, mademoiselle, et qui se posera toujours, c'est que je vais parler et que je vais, comme vous le dites, balayer avec ceux qui sont sur la même position que moi. Et la vérité, elle n'est ni à droite ni à gauche. Donc vous comprenez ça ? Comme apolitique. Je suis totalement hors champ de la politique. Je ne m'intéresse pas à la politique. Je vais même vous apprendre quelque chose que vous savez peut-être, encore que dans votre zapping d'enquête, vous ne pouvez pas tout savoir, je ne vote pas. Vous vous rendez compte ? Donc je n'appellerai jamais quiconque à une quelconque participation électorale. Ce n'est pas mon problème. Je me suis engagée, mademoiselle, à mes risques et périls. Et vous ne connaissez pas le niveau de risque et de péril dans lequel je suis entrée. Je suis engagée pour la défense des enfants, pour leur intégrité intellectuelle. C'est-à-dire quand je défends la méthode syllabique, c'est pour qu'ils sachent en effet lire et écrire. Quand je propose que des adolescents soient repris en charge pour leur réenseigner les fondamentaux, c'est pas pour faire de la politique. La méthode syllabique, elle n'est pas à gauche, la méthode syllabique, elle n'est pas à droite. La méthode syllabique est conforme au fonctionnement du cerveau. Le reste ne m'intéresse pas. Donc, mes prochains projets, vous m'avez posé la question, je n'y ai pas répondu. Bien justement, je continue sur ces questions d'illettrisme. C'est que, non seulement sur ces questions d'illettrisme, mais sur ces questions aussi de nécessaire convergence entre toutes les forces vives de la nation pour sauver ce pays qui bat de l'aile. Et je dirais même qui périclite. N'est-ce pas ? Donc aujourd'hui,
et vous êtes bien arrivés, je viens d'ouvrir un nouveau site qui s'appelle abonnécole.com, sur lequel vous allez trouver 3 instituts de téléenseignement, un institut musulman, un institut catholique et un institut laïque dont j'ai le bonheur, moi, d'être la représentante. Donc l'institut musulman est dirigé par un certain Abdallah Penaud, et l'Institut catholique est dirigé par Maria Pougnier. Maria Pougnier va nous enseigner sur son téléenseignement en direction des enfants, des adolescents, des parents, pour qu'eux-mêmes transmettent ensuite aux générations qui viennent, va nous enseigner les principes chrétiens combinés avec l'histoire de l'art. C'est un cours d'histoire de l'art chrétien. Et Abdallah Penaud, c'est une nécessité aujourd'hui, va nous enseigner l'islam classique, celui qui s'est transmis depuis 14 siècles, sans faire les surenchères que nous connaissons aujourd'hui. Donc ça aussi, c'est extrêmement important. Et moi, je suis à la tête d'un téléenseignement qui s'appelle le ministère de l'Instruction publique. Et ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'il est question d'instruire le peuple. Et en l'occurrence, j'apprends notamment dans cette plateforme aux parents à maîtriser la méthode syllabique pour qu'ils puissent, après l'école ou dans le cadre de l'instruction en famille, apprendre à lire et à écrire à leurs enfants. Parce que l'institution ne le fait plus. Ou ne le fait pas correctement. Lorsque nous arrivons en 6e avec 40% de gamins qui ne savent pas lire et écrire et qu'on les retrouve au bac dans le même état intellectuel, je dis que c'est une honte pour la France. Et je dis aussi que tous ceux qui ont un quelconque pouvoir aujourd'hui dans ce pays de faire que cela change et qui ne bougent pas par lâcheté et par intérêt, eh bien ce sont ceux qui commettent des crimes contre l'esprit. Et ces crimes contre l'esprit, madame, vont nous conduire peut-être un jour à une guerre civile que personnellement je déplore. Donc tout mon engagement, qui n'est pas politique, il est simplement pour la paix. Il est pour l'instruction, il est pour l'intégrité physique et morale de nos enfants, il est pour que la paix civile demeure en France. Et on voit bien ces temps-ci comment cette paix est menacée. Donc, sur cette plateforme Abonnécole, nous réalisons ce que je souhaite voir se faire dans l'ensemble du pays, c'est-à-dire en effet une convergence avec les milieux musulmans classiques, catholiques et laïques, pour que nos enfants soient lettrés et intègres. Voilà quels sont aujourd'hui mes projets. Pour revenir sur la question des alliés, ce qui vous rapproche, c'est la défense de la famille traditionnelle, c'est comme ça que vous le définiriez avec Madame Houtan, avec Madame... Mais Madame Bourges défend la même chose que moi dans ce plan. Elle dit qu'une femme est une femme. Et d'ailleurs, vous savez qu'une femme, quand elle est enceinte, elle a du lait qui est particulier, c'est pas moi qui le dis, c'est l'Express qui en a fait un article, hein, c'est l'un de vous. La composition du lait maternel varie selon que la mère attend un garçon ou une fille. Qu'est-ce que vous voulez faire contre cela? Oui, enfin, même de toute façon, les corps sont différents même après la naissance. Voilà. Donc aujourd'hui, on est en train de nous dire que on ne veut pas l'appeler la théorie du genre, on nous dit les gender studies, je sais pas quoi, bien, ne me remettent pas en cause la nature, bien sûr que si. Parce que lorsqu'on prétend qu'il serait possible, comme je l'ai entendu dire à plusieurs reprises et comme on l'entend de plus en plus, comme s'il serait possible de changer de sexe plusieurs fois dans sa vie, eh bien moi je dis que c'est une grosse connerie, parce que c'est quelque chose qui n'aura jamais lieu. Nous sommes en train de prôner les mutilations sexuelles, et non pas le changement de sexe. Je reviens aussi rapidement sur une question tout à l'heure sur ces histoires de peluches, enfin, quelles étaient... C'est pas moi qui les ai fabriquées, ces peluches. Non mais je sais bien, mais vous pensez... C'est pas moi qui les vends, c'est pas moi qui les vends. Donc elles sont bien dans le commerce, elles sont bien quelque part, c'est-à-dire que sur Internet, on peut s'en procurer. Parce que, vous comprenez cela? C'est-à-dire comment se fait-il? Vous m'avez dit vous-même que dans les programmes, c'était écrit de manière implicite. Donc, en France, actuellement, voilà, ce qui se passe... On parle de... oui, je parle de la France. Ouais. La question des peu... Il y a des états d'avancement de l'enseignement de la théorie du genre qui sont plus graves ailleurs. Oui, il y a des pays où c'est plus grave. Et pourquoi on en parle de ces pays où c'est plus grave? Parce que ça va venir ici. De la même façon qu'à partir de la France, ça va rayonner aussi en Afrique. Donc aujourd'hui, c'est le monde entier qui est menacé par ces conneries. Vous comprenez? Oui. Par ces lois qui sont considérées comme universelles et qui ne sont en fait que des atteintes aux lois naturelles universelles. J'entends bien. Mais comment on passe de ce que vous m'avez dit tout à l'heure sur les programmes où c'est expliqué de manière implicite? Ça dépend, je viens de vous donner l'exemple. Non. Non mais je vous ai donné en France. Vous avez un texte pour... un texte. Alors on va y arriver. Oui, il y a le texte de Monsieur Payon, au recteur, qui nous explique que dès le plus jeune âge, il va falloir effectivement remettre en cause les stéréotypes de genre. Qu'est-ce que c'est que la remise en cause des stéréotypes de genre? Qu'est-ce que c'est, à votre avis?
C'est quoi? On remet en cause le fait... Non, mais on ne nie non plus que le sexisme, ça existe, que les femmes sont moins bien payées que les hommes, etc. en France. C'est simplement ce que veut vouloir dire ce texte. Pas du tout. Pas du tout. Ça n'existe pas pour vous. Non, je dis ce n'est pas ce que veut dire ce texte. Ce n'est pas ce que veut dire ce texte. Parce que lorsque Madame Belkacem, avec Payon, je crois, est allée à la crèche de Saint-Ouen, c'était pas pour remettre en cause ce genre de choses. C'était pour faire jouer à la poupée les garçons et au camion les petites filles. Je vois pas en quoi, en faisant cela, on lutte contre les inégalités de salaire entre hommes et femmes. Non, on est en train de prétendre. Ça n'a rien à voir. L'argument, c'est pas mon argument, hein, c'est celui de l'institution, qui dit voilà, il faut arrêter d'avoir les clichés, les femmes s'habillent en rose et jouent à la poupée, les garçons sont camionneurs et s'habillent en bleu, parce que à l'âge adulte, ça amène aux diversités, aux disparités qu'on connaît de salaire. Mais elles existent, les disparités. De violence de corps, elles existent. Vous voulez effacer quoi, les différences? Bon, nous avons été dans une situation dans les années 80 où il fallait faire disparaître dans le melting pot toutes les différences culturelles et religieuses, ce qui donnait plus de religion et plus de culture. Ça a donné le rap. Et ça a donné les chanteuses minables que les bonnes femmes de 50 ans regardent à la télévision. Moi, je viens quand même d'une génération où on avait des auteurs comme chanteurs. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a? Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a? Je ne vais pas refaire le débat. C'est débat. parce qu'on aurait gommé les identités... Écoutez, soit vous faites exprès de pas comprendre, soit je m'exprime mal. Alors on va dire que je m'exprime mal, donc je vais reprendre les choses autrement. Je vous dis que la différence homme-femme, elle existe. Oui, tout à fait. Vous ferez ce que vous voudrez, vous resterez une femme. Oui. D'accord? Vous pouvez l'en prendre comme vous le voulez, ce problème-là, si c'est un problème pour vous. S'il y a des femmes qui ne s'assument pas comme femmes, avec la fonction de femme et le rôle de femme, moi, je considère que ce n'est pas un débat qu'on doit mener à l'école avec des petits. Ça, c'est la première chose. Les gender studies ne relèvent pas d'un programme scolaire pour les enfants et les adolescents. Ça, je suis formelle là-dessus. Deuxièmement, ces disparités, ces différences, elles sont là pour permettre une chose extrêmement précieuse dans le monde et dans la vie communautaire, je dis collective, c'est la complémentarité. Il y a les riches, il y a les pauvres, il y a les hommes, il y a les femmes, il y a le noir, le blanc, le jour et la nuit, tout est fait par pair, de façon à ce que nous puissions constituer de l'unité, parce que c'est seulement l'unité qui amène à la paix. Si vous gommez les différences, si vous prétendez qu'il n'y en a pas, vous supprimez la complémentarité et vous supprimez l'unité. Aujourd'hui, les familles sont parfois dysfonctionnelles. Ce n'est pas la solution que de prétendre qu'on va encore leur amener des éléments qui vont les diviser davantage. Une femme, sa force, c'est sa faiblesse. Vous comprenez? Sinon, toutes les femmes, elle n'est peut-être pas d'accord avec moi, mais toutes les femmes, ça n'appartient qu'à vous. La force de la femme aujourd'hui, c'est aussi sa faiblesse. Je ne dis pas qu'elle n'est pas forte. Je dis que sur un certain plan, c'est sa faiblesse. Pourquoi? Parce que c'est ce qui va lui permettre justement d'avoir un homme. Parce que toutes les femmes fortes aujourd'hui, eh bien, elles n'ont pas d'homme. Nous sommes très souvent dans des familles monoparentales où elles se démerdent toutes seules et où elles jouent tous les rôles. Est-ce que vous pensez que pour une femme, que pour son épanouissement, que pour son identité, son identité féminine, il est bon pour elle qu'elle soit assommée par tous les rôles qu'elle joue dans la journée en n'ayant plus la possibilité de vivre cette complémentarité? Je prétends que non. Vous voyez, vous avez en face de vous quelqu'un comme moi, je suis une femme forte, mais je suis aussi une femme faible. C'est-à-dire que si je n'ai pas dans ma vie un homme, des frères, des pères, une fratrie, au sens large du terme, qui vient me seconder, eh bien, tout va reposer sur moi et tout va donc m'épuiser. On ne peut pas tout faire à la fois. On ne peut pas porter des sacs de ciment et allaiter un enfant. On ne peut pas monter sur des grues et passer des nuits blanches lorsque les petits sont malades. Donc on est bien obligé tout de même de prendre en considération ce que la nature nous impose et remettre en cause le cadre naturel dans lequel nous évoluons depuis notre naissance est une aberration. Mais est-ce que c'est pas un discours dangereux qui mène à l'homophobie quand même? Vous dites une femme, il faut qu'elle ait un homme. Il y a plusieurs sexualités qui existent
Alors vous voyez, Voilà. c'est le traitement, c'est le traitement habituel. Je pose la question. Non, mais si vous voulez, il faut trouve que arrêter. c'est une Non, mais question je veux dire difficile. qu'il faut quand même arrêter Je vous raconte. au moment où la normalité devient la normalité. Hein. Si, c'est tout à fait ça. Je vais vous Tout à dire. fait ça. Je vais vous dire. Alors vous dites, votre discours conduit à l'homophobie. Qu'est-ce Je pose la question. que... Non, mais est-ce que ça ne peut pas conduire à l'homophobie? Bon, alors moi, ce mot-là, je ne sais même pas ce qu'il veut dire. Donc si vous pouviez déjà me le définir, ça m'arrangerait. Bah, c'est-à-dire dénigrer les homosexuels. Dénigrer les homosexuels. Pourquoi les... Pour Alors, avoir peur. Mais ou, pourquoi les Non, mais- dénigrer? Alors attendez, on l'a bien Il dit, y a vous quand même avez des bien dit. minorités, des majorités. je veux Vous dire, avez voilà. bien dit dénigrer. Ça ne veut pas dire Oui, dénigrer. Vous avez bien dit dénigrer. J'aurais pu dire. Vous avez bien dit ne dénigrer. pas respecter, voilà. Ne pas respecter, dénigrer. Lorsque je vous dis, lorsque Madame Bourges vous dit, lorsque Madame Boutin vous dit, lorsque Tartampion vous dit qu'une femme est une femme, est-ce que c'est dénigrer les homosexuels? Lorsque je vous dis qu'un enfant, lorsque je vous dis que nous vous disons tous ensemble, qu'un enfant a besoin de son père et de sa mère parce qu'il a été conçu par les deux, même si c'est dysfonctionnel, c'est par cette dysfonctionnalité superficielle qu'il a été conçu. D'accord? Il a un père, il a une mère. Est-ce que moi, je ne suis pas en droit de dire que c'est une aberration d'enlever un père à un enfant ou de lui enlever sa mère et de lui faire croire que ses parents sont deux prises mâles ou deux prises femelles? Franchement, c'est la seule chose qui est dite par des personnes comme moi, par Madame Bourges ou par Madame Boutin. Donc, il y a un net dérapage intellectuel, une mauvaise foi spectaculaire lorsque on nous fait déraper contre nos propres propos vers l'homophobie, dont je vous dis personnellement, d'après votre propre définition, parce que ça ne nous concerne pas. Ça ne nous concerne pas. Mais on veut nous empêcher de défendre la femme. On veut nous empêcher de défendre la figure du père dont l'enfant a besoin. C'est qui honte? Ceux qui nous traitent d'homophobes. Donc la bien-pensance. Le système aujourd'hui, je dirais, politique. C'est le système politique qui produit aussi une culture politique reconnue, qui n'est pas dominante. Parce que nous savons très bien aujourd'hui que les parents, que les hommes et les femmes, ils ne sont pas du tout intéressés par une perspective où les enfants n'auraient plus ou un père ou une mère. Parce que, moi je peux vous dire, les conséquences de ce que vous me racontez, c'est la GPA, c'est la grossesse pour argent, c'est un marché qu'on va ouvrir pour vendre des enfants. Et vous trouvez que c'est bien cela? Je ne me prononcerai pas sur la question. Ah, vous ne mais... prononcerez pas, parce que vous êtes moins courageuse que moi. Vous tenez à votre place. Moi, j'ai laissé ma place pour ça. Moi, j'ai donné ma place pour ça. Je n'ai pas la seule à être contre. J'ai pas dit que j'étais la seule, je vous ai posé la question, vous me dites que vous ne me répondrez pas. Je vous pose la question, est-ce que vous êtes pour la grossesse pour argent? Est-ce que vous êtes pour que des homosexuels, qui sont par définition stériles, ils l'ont choisi, ils n'ont qu'à assumer la vie qu'ils ont choisie? Moi, je ne leur demande pas de se remettre en cause en tant que couple stérile. Moi, je les remets en cause dans le fait que ça les amène aujourd'hui à réclamer la possibilité d'acheter des enfants. Et donc, d'ouvrir un marché international formidable, cher maître. On va se retrouver avec des femmes du monde entier, dans les pays les plus massacrés par ailleurs, toujours par les mêmes. Et maintenant, on va leur acheter, on leur a pris leurs ressources naturelles, et maintenant on va prendre leurs enfants. Vous comprenez l'argument? Et bien je vous remercie. L'Express a sorti une information il y a 1 an et demi, comme quoi vous aviez été taxé. Alors je vais vous dire une chose, notez-le bien. Voilà, Notez-le bien. Alors allez-y, notez bien la Je vous chose. pose la question, je vous en Oui, je vais vous poser la question. Notez-le bien. Je ne suis pas lesbienne. Encore, je vous le dis, c'est ma réponse. D'accord. C'est ma réponse. Je ne suis pas lesbienne. Si j'étais lesbienne, aujourd'hui, je serais ministre au gouvernement. Je ne suis pas lesbienne. Vous pouvez le mettre aussi, ça ne me dérange pas. Non, mais Je ne suis pas lesbienne. Ok. Encore moins lesbienne gérontophile. D'accord? Je ne suis pas cougar, parce que dans mon CV, chez Mainstream, j'ai aussi entendu cela. Ah oui. J'ai aussi entendu que j'avais commandité le crime d'un membre de la JRE, ce qui relève des assises. Ah, ça, j'ai pas. Voilà. Donc, je suis d'extrême droite et d'extrême gauche, je suis lesbienne gérontophile, non, j'ai 3 enfants, je n'ai aimé que des hommes dans ma vie. Très bien. Ben, merci beaucoup. Là, vous avez 2 articles. Comment ça, j'ai 2 articles? Parce qu'il y en a un pour le procès et un côté sur Oui, c'est ça. ce qu'elle veut faire. Ouais, c'est...
Mais donc on va entendre parler de cette plateforme de téléenseignement. Inch'Allah. Très bien. Bien. Merci en tout cas de m'avoir reçu. Mais écoutez, moi je vous remercie d'être venu. Je veux vous dire encore une dernière chose, c'est que pendant toute la JRE, j'ai boycotté tous les journalistes mainstream. J'ai pris le parti de ne plus le faire parce que dans le cadre de ce procès, il me paraissait important de m'adresser à vous. Et j'ai pris le parti de boycotter à l'époque les journalistes mainstream parce que c'était effectivement des menteurs ou des saccageurs de parole. Donc je vous renvoie à plus tard, après la lecture de votre article, et je saurai si je vous reverrai un de ces jours pour rediscuter comme nous l'avons fait en termes, je dirais, loyaux et conséquents quant au compte-rendu. J'ai une autre question. Demain, il est possible que Libération envoie un photographe pour l'audience, etc. Est-ce que éventuellement, dans la matinée, vous seriez d'accord pour être prise en photo par ailleurs? Dire des portraits, non. Vous faites un article qui sont demain ou pas? Non, il n'y a pas d'article qui sort. Uniquement l'article. Voilà, je ne sais pas si ce sera... Alors, nous arriverons ensemble avec... Voilà, vous nous prendrez en photo, on arrive. Voilà, c'est à 13h30. Mais je ne pose pas pour des portraits. Hein. Voilà. D'accord, je vais poser. Oui, bien sûr. Il m'est arrivé de poser pour des portraits de Libération, vous irez voir une 4e de couverture. Oui, je l'ai vu. Voilà. Vous voyez. Comme quoi, je n'ai pas d'a priori. Allez. Au revoir. Donc à demain peut-être. Sans doute. Au revoir. Au revoir. Merci. Au revoir. Bon. Après, ça va donner massacre à la tronçonneuse. Hein. Après, ça va donner. Elle a dit que les homosexuels, il fallait les mettre au pilori. Quelle bande de. Enfin, on verra. Hein, elle est bien mignonne cette petite journaliste. Hein. À mon avis, elle est bien naïve aussi. On verra bien ce que sa rédaction lui demandera de faire sur ma peau. Bon, je vais aller boire un coup, moi.